Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Une première partie. Jeunes turbulents. Dans son livre sur le ghetto urbain, Didier Lapeyronie souligne que les banlieues ségrégées sont par excellence le territoire des jeunes. En effet, face aux tensions générées par le développement des discriminations sociales et racistes à l'encontre de beaucoup de résidents des quartiers d'habitat social, mais particulièrement des jeunes garçons associés à des figures de peur, ceux-ci sont à la fois poussés dehors et privés de possibilité de se mouvoir. Ils sont enfermés dans le quartier et y vivent dans leur groupe de pairs, objet d'une sociabilité intense. Alors que les cités périphériques populaires sont habitées par une pluralité de personnes, des pères et des mères de famille, des enfants, des personnes âgées, et qu'il existe une diversité d'acteurs sociaux qui y agissent, notamment dans la police des villes, celles-ci sont largement associées aux groupes de jeunes visibles dans l'espace public. Ces jeunes de rue apparaissent en effet comme les premiers acteurs de la désorganisation sociale, de désordre, d'incivilité, de faits de délinquance, voire de violence, producteurs d'insécurité. Pourtant, plusieurs travaux sociologiques récents traitant des jeunes de cité ont insisté sur l'hétérogénéité de ces acteurs. Dans les espaces urbains ghettoisés, il existe en effet une diversité de profils de jeunes et de groupes ne pouvant être considérés comme étanches. Ainsi, même si à l'épreuve de la désindustrialisation, en continuum des travaux de David Lepoutre sur la culture de rue spécifique aux jeunes des quartiers populaires, Éric Marlière souligne qu'il existe des codes culturels communs à pratiquement tous les jeunes des cités. Culture de l'honneur, de la moquerie, du charriage et de la rébellion face au racisme et à l'expérience de la stigmatisation. Celui-ci indique également que selon leur classe des âge, leur parcours scolaire, leurs origines familiales et ethno-culturelles, etc., ces jeunes développent des pratiques culturelles différentes. Dans une autre optique, Thomas Sauvadet affirme que c'est d'abord le regroupement de familles précaires dans des espaces d'habitat collectif dégradés, les cités HLM, identiques qui est à la base de l'association par similitude de jeunes de cité. À partir d'une expérience commune, ces jeunes construisent des formes communautaires de protection rapprochées pour répondre à l'insécurité sociale dont ils sont victimes, chômage, pauvreté, stigmatisation, violences policières. Pour contourner la précarité, dons, contre-dons, services multiples, troc, trafic divers, lutte collective contre la police, il s'agit dès lors de produire une sorte d'organisation sociale locale basée sur une forte interconnaissance des jeunes des cités populaires. Cependant, Sauvadet souligne que le milieu populaire des cités est également fortement fragmenté par des logiques de distinction et de division d'ordre économique, générationnel, national et ethnique, ce qui a des répercussions importantes sur la composition des groupes de jeunes et leurs pratiques individuelles et collectives. Ainsi, tous les travaux montrent que seule une minorité de jeunes fréquentent assidûment l'espace urbain des quartiers populaires, c'est-à-dire la rue, les cages d'escalier, les halls d'immeubles et les centres commerciaux. Parmi ces jeunes, quelques-uns seulement exercent une activité criminelle de façon quasi professionnelle. Effectivement, contrairement à ce qui est généralement colporté dans l'opinion publique à propos des quartiers populaires, les jeunes qui y vivent ne sont pas tous des Kairas, racailles en verlan, des rappeurs hardcore, des islamistes ou des afrocentristes radicaux développant des comportements délinquants et antisociaux. Pour autant, dans le quartier étudié, il semble bien que tous les groupes de jeunes présents dans la rue, autrement dit, en bas de leur immeuble, à la sortie du collège, lors d'une rencontre sportive ou d'une manifestation musicale, même lorsque c'est de façon épisodique, sont assimilés à des ferments de débordement potentiels. Tous sont en effet considérés comme de jeunes turbulents issus des nouvelles classes dangereuses, pouvant à tout moment, notamment lors de confrontations avec les forces de l'ordre ou avec d'autres bandes de jeunes, rejoindre la minorité des pires du quartier, autrement dit cette fraction de jeunes accusés de s'être réorganisés dans la délinquance en imposant la loi du plus fort dans la cité. À travers une vision culturaliste et déterministe, ces jeunes sont souvent perçus comme les prisonniers d'une socialisation communautariste, mafieuse et agonistique propre aux quartiers populaires et à ce titre, sont désignés comme des acteurs privilégiés des interactions violentes dangereuses pour la tranquillité publique. Dans ce contexte, afin de confronter ces représentations pusillanimes à l'encontre de la jeunesse populaire considérée comme la première productrice des phénomènes de violence, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes désignés comme des figures de désordre par des acteurs sociaux œuvrant dans la cité des enfants perdus,
en particulier ceux chargés de la mise en œuvre des politiques socio-urbaines ainsi qu'une partie des habitants impliqués dans des actions de prévention de la délinquance. En fait, ces jeunes sont stigmatisés comme turbulents d'une part parce qu'ils possèdent tous les attributs fantasmatiques des jeunes dangereux des zones urbaines sensibles. En effet, ces jeunes expriment une saillance ethnique, corporelle et vestimentaire assimilée aux subcultures juvéniles présentes dans les inner cities américaines, mais plus largement, à l'ère de la mondialisation, dans l'ensemble des territoires urbains ghettoisés de la planète. D'autre part, parce qu'à partir du moment où ces jeunes fréquentent en groupe l'espace public, ils sont considérés comme une population à risque pouvant perturber la tranquillité de la cité et en ce sens, font l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics en charge du maintien de l'ordre et de leurs partenaires. Dans la pratique, les jeunes turbulents de la Cité des enfants perdus que nous avons rencontrés se composent d'un côté de groupes d'adolescents d'âge scolaire considérés comme particulièrement remuants. Il s'agit de collégiens et de jeunes constitués en bandes, et de l'autre, de jeunes adultes déscolarisés et souvent sans activité professionnelle. Ils incarnent des figures de galériens ou de rebelles, mais tous expriment leur révolte face à leur expérience du ghetto. Cette première partie de notre recherche décrit les épreuves de ces jeunes turbulents, potentiellement violents ou considérés comme tels par les principaux acteurs de la police des villes. Elle met en perspective les rapports que ces jeunes entretiennent avec la violence objective et subjective, en insistant notamment sur les stratégies individuelles et collectives que ces jeunes mettent en œuvre pour réagir au sentiment d'écrasement inhérent à leur vie dans la cité. Chapitre 1. Galériens et révoltés, Nasser, Philippe et Johnson. Nous rencontrons 3 jeunes d'une vingtaine d'années dans les locaux de l'association des jeunes du quartier qui acceptent de faire un entretien pour discuter de leur vie quotidienne au sein de la Cité des enfants perdus, et notamment de la violence. Dans un premier temps, les jeunes, que nous nommerons de façon fictive Nasser, Philippe et Johnson, se présentent en nous faisant un rapide bilan de leur cursus scolaire et de leur situation en matière d'insertion socio-professionnelle. Nasser a 20 ans. Il indique que depuis 1 an il a quitté l'école, il est en recherche d'emploi. Dans un premier temps, après avoir échoué au BEP mécanique informatisée, il a voulu reprendre ses études puisqu'il lui a manqué un point pour obtenir ce brevet, mais l'établissement qu'il avait sollicité a refusé de le prendre. Il s'est donc résigné à s'inscrire dans des entreprises de travail intérimaires pour trouver un emploi. Mais après 5 mois d'attente, voyant qu'aucune boîte d'intérim ne faisait appel à ses services, il a arrêté de chercher. Philippe a 26 ans. Il habite le même immeuble que Nasser. Il préparait également un BEP, mais a arrêté l'école il y a déjà 4 ans. Pendant 2 ans, après l'abandon de sa scolarité, il indique qu'il n'a rien fait du tout. Puis au bout de ces 2 années, il a commencé à chercher du travail mais en vain. Johnson a 23 ans. Il est né à Trinquant et vit dans un immeuble à côté de la prison située dans un quartier de la Cité des enfants perdus appelé PSR par les jeunes, la prison sans retour. Il a fait des études jusqu'en terminale, puis a arrêté ses études. Aujourd'hui, il est inscrit dans plusieurs entreprises d'intérim et fait quelques missions, souvent de la manutention ou travaille en usine. À l'épreuve de la galère. Il n'y a rien. Ils nous laissent dans la merde. Pour décrire leur situation, Nasser et Philippe indiquent qu'il n'y a rien. En effet, sans revenus financiers, ils ne peuvent rien faire. Autrement dit, non seulement ils ne peuvent rien consommer, CD, cinéma, mais encore ils ne peuvent également pas bouger de Trinquant. Au début, lorsqu'ils ont quitté l'école, ils occupaient leur temps libre à se promener dans le centre-ville, à regarder les produits de consommation dans les magasins, vêtements, CD, DVD, mais rapidement sans pouvoir acheter quoi que ce soit, ils en ont eu assez de faire toujours la même chose. Par conséquent, ils descendent de moins en moins en ville. La Cité des enfants perdus est située sur les hauteurs de Trinquant et restent dans leur quartier. Aussi, fréquentent-ils très régulièrement les locaux de la JC dans lesquels ils peuvent rencontrer des amis, trouver éventuellement l'opportunité de faire une activité sortant de l'ordinaire et surtout lorsqu'ils sont libres, pouvoir utiliser des ordinateurs ayant un accès à Internet. Nasser. En gros, on ne peut rien faire, on n'a pas d'argent, on ne peut pas bouger. Au début, on a commencé à faire des petits trucs, mais à force, c'est toujours les mêmes choses que l'on fait. Traîner dans les magasins, aller en ville. Au bout d'1 an, on s'en lasse. Avec l'école,
Quand on se levait le matin, on savait ce qu'il y avait à faire, alors que là, on se lève et on ne fait rien. On attend tout simplement. Les jeunes disent attendre qu'il se passe un truc qui pourrait changer leur vie et les motiver vraiment. Par exemple, trouver un emploi sérieux ou savoir que leur compagne attend un enfant. Pour ces jeunes, la fin de la scolarité a en fait tout de suite correspondu à un arrêt brutal d'activité entraînant un sentiment d'inutilité et d'ennui. N'ayant pas de réseau relationnel, de perspectives sérieuses de trouver un emploi stable, ils ne voient pas l'intérêt de se lever tôt le matin car ils savent qu'ils vont traîner dans leur appartement puis dans leur quartier et qu'ils vont fatalement s'ennuyer ferme. Philippe, t'es chez toi, t'attends des coups de fils de l'intérim, t'essaies de passer des entretiens, tu vas pointer dehors histoire de voir ce qui se passe. Là, c'est l'hiver. Donc tu restes chez toi, sinon s'il fait chaud, tu restes dehors jusqu'à je ne sais pas quelle heure du matin avec tes potes. Il y en a qui fument, d'autres qui teasent, boivent, d'autres qui vont délirer dans la ville. Dans tous les cas, ils jugent très négativement les structures publiques ou parapubliques, ANPE, AFPA, missions locales, spécialisées chargées de les accompagner dans leur recherche d'emploi. En effet, ils accusent ces services de ne pas s'occuper d'eux suffisamment sérieusement, de ne pas prendre en compte réellement leurs difficultés et de se décharger sur eux de leur propre insuffisance. Ces structures d'aide à l'insertion socio-professionnelle reprochent en effet aux jeunes de ne pas assez se mobiliser personnellement pour trouver un emploi alors que ceux-ci se sentent démunis face à leur inactivité, leur manque de perspective et recherchent auprès des dites structures un accompagnement social approfondi. La mauvaise expérience de ces jeunes concernant la relation qu'ils entretiennent avec les intermédiaires de l'emploi les a donc conduits à considérer que ces structures font partie intégrante des blocages qui les empêchent de s'insérer. Dans ce contexte, les petits services offerts par l'AJC apparaissent donc importants et dans tous les cas réconfortants. À l'AJC, ils trouvent une réelle écoute, de l'empathie et surtout ils ne sont pas anonymes. Il n'y a qu'ici, AJC, où l'on peut vraiment trouver quelque chose. Avec les autres, genre l'AFPA ou la NPE, dès qu'on prend des rendez-vous par la suite, il n'y a rien. Ils disent « on va vous rappeler mais en fait rien du tout ». En gros, ils nous laissent dans la merde. Après ils disent que c'est nous qui ne cherchons pas, alors qu'en fait c'est eux qui ne font rien. Quoi qu'il en soit, au regard des difficultés d'insertion qu'ils vivent depuis plusieurs mois, ces jeunes ont abaissé leur niveau d'exigence initiale, comme travailler dans l'informatique, et sont désormais prêts à accepter n'importe quelle mission d'intérim pour avoir un peu d'argent et sortir de la galère. Ainsi, ils disent aujourd'hui viser des petits boulots de manutention ou de magasinier qu'ils ont déjà connus de manière épisodique. En matière de loisirs également, les jeunes indiquent qu'à part l'AJC il n'y a plus rien. Auparavant, il existait des jeux comme des baby-foot à la maison de quartier, il y avait même un studio de musique spécialisé dans le hip-hop, le Central Lab, mais depuis que les locaux ont brûlé, il n'existe plus rien pour divertir les jeunes, c'est la misère. On est toujours dans les cages d'escalier. Nasser, Philippe et Johnson, notamment par manque de moyens financiers, vivent encore chez leurs parents. Néanmoins, même s'il existe toujours de petites tensions avec eux, ils soulignent qu'étant maintenant de jeunes adultes, leurs parents en ont pris conscience et qu'ils jouissent donc d'une bonne marge de liberté. Ce n'est plus comme avant, lorsqu'ils étaient plus jeunes, leurs parents les laissent désormais libres de leurs allées et venues. Cependant, les appartements étant petits, ils passent une bonne partie de leur temps dans les cages d'escalier avec d'autres jeunes vivant pour la plupart dans le même immeuble. On est toujours dans les cages d'escalier. Dès qu'on sort, on se rejoint tous dans la cage. C'est le point de ralliement. On se retrouve en bas, et on parle de tout et de rien, voilà. On se rejoint tous les soirs vers 21h30, et on se regroupe en général jusqu'à minuit. Contrairement à d'autres endroits, les jeunes soulignent qu'ils n'ont pas de problème avec les voisins dont beaucoup sont relativement jeunes, la trentaine. D'ailleurs, il n'est pas rare que des voisins viennent discuter avec les jeunes le soir. Ils parlent de ce qu'ils aimeraient faire. Ils font des projets enthousiasmants même s'il est peu probable que ceux-ci aboutissent. On parle toujours de ce que l'on pourrait faire. On prévoit des petits trucs, mais en fait cela n'arrive jamais. Genre, pendant les vacances, sortir de trinquant, mais en fait on ne fait que dire et on ne fait rien car on n'a jamais assez d'argent pour partir. Nasser et Philippe disent également qu'il n'arrive jamais que des policiers viennent les voir le soir dans les cages d'escalier, pour leur demander de partir ou de faire moins de bruit. De la même manière,
Ils ne voient pas de médiateur avec qui ils pourraient discuter pour les sortir de leur train-train quotidien. Pourtant, si des médiateurs leur proposaient de venir prendre un café ou un thé dans un local au lieu de squatter dans les cages d'escalier, ils seraient d'accord pour changer d'endroit. Si on peut parler de quelque chose d'autre que d'habitude, cela nous intéresse de rencontrer des médiateurs. Représentation et expérience de la violence. Des violences ethniques fantasmées et manipulées. Épisodiquement, pour de multiples raisons, insultes, rivalités amoureuses, dettes dans des affaires de business, des bagarres de quartier éclatent entre des jeunes de la cité des enfants perdus entraînant de nombreux protagonistes, notamment les amis et les familles des belligérants dans ces querelles. Or, à la cité des enfants perdus, du côté des acteurs sociaux, des responsables politiques locaux mais aussi des parents, il n'est pas rare d'entendre que ces conflits auraient des causes ethniques. Des bandes ethniques d'origine africaine, notamment du Sénégal et de Guinée-Bissau, s'opposeraient en continuant leurs antagonismes ancestraux dans le quartier. Ainsi, durant l'été 2007, 2 jeunes d'origine africaine depuis longtemps en rivalité se sont battus. Cependant, l'un étant d'origine poulard, il s'agit d'une ethnie africaine majoritairement musulmane très représentée en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, au Tchad, en Guinée, en Guinée-Bissau. Au sein de ces différents pays, on les appelle de nombreuses manières, les Peuls, les Foulas, les Foulani, les Poulars, les Al-Poulars, et l'autre d'origine Manjaak, les Wolofs, ethnie musulmane ayant donné la langue officielle du Sénégal. Les Sénégalais les appellent Ndiagos, les Français Manjaak et les Portugais Mandracos. Mais les Manjaak eux-mêmes s'appellent Manjacus, terme qui signifie « je te dis ». La majorité des membres de cette ethnie sont chrétiens. Rapidement, de nombreux acteurs sociaux œuvrant dans la cité ont donné une grille d'explication ethnique à cette bagarre. Ce serait parce que les Poulards et les Manjaak ne s'entendent pas de manière endémique que des violences ont éclaté. Or, pour les jeunes, cette explication est fausse et ridicule. Cependant, les parents perpétuent ces images fausses des conflits entre jeunes car ils restent très attachés à leur communauté d'origine et pensent que pour leurs enfants, il en va de même. Dans ces conflits entre jeunes, les parents souhaitant soutenir leurs enfants, paradoxalement, ils peuvent ainsi contribuer à envenimer les choses mais aussi communautariser des conflits qui au départ ne le sont pas. Johnson. Des adultes ont eu entre eux des histoires et cela a duré pendant des années et dès que leurs enfants ont des embrouilles, eh bien cela augmente plus vite. Normalement, ça serait une embrouille de quartier normale, mais parce que les parents ont eu des différends depuis des années, cela monte. Ainsi, dans certains cas, plutôt que d'apaiser les tensions, des parents participent au maintien de celles-ci en continuant à dénigrer devant leurs enfants des familles, voire des communautés. À la cité des enfants perdus comme dans de nombreux quartiers d'habitat social en France ancrés dans un processus de ghettoisation, il semble en fait que se développent des rapports néocoloniaux propices à la manipulation de la question ethnique opérée d'un côté par des acteurs politiques locaux et de l'autre, par des personnes elles-mêmes d'origine étrangère. En effet, à la cité des enfants perdus, à l'instar de la situation africaine telle que décrite par René Otaïek et Christian Coulon, les ethnies sont un aspect de la lutte pour le pouvoir et les ressources rares. Dans la pratique, en mobilisant une grille d'explication ethnique des relations sociales produites au sein des quartiers populaires, notamment pour rationaliser la compréhension des phénomènes de violence, des acteurs politiques privilégient des modes d'explication directement reliés à une vision misérabiliste, primitive et archaïque des habitants des cités périphériques populaires originaires des pays d'Afrique. L'ethnicité ou l'analyse par le prisme ethnique est une vision immédiate qui satisfait une partie de l'opinion occidentale car elle renvoie à une image de l'Afrique sinon primitive, du moins en retard. C'est l'explication la plus facile, celle qui demande le moins d'efforts. Par ailleurs, des acteurs politiques locaux mobilisent la question ethnique à des fins électoralistes. Ils ethnicisent le politique pour accéder à une clientèle électorale et ainsi bénéficier de troupes communautaires captives facilement mobilisables par des entrepreneurs identitaires sous leur influence. En effet, du côté de certains habitants des quartiers populaires d'origine africaine, l'ethnicité devient un paramètre stratégique que l'on peut mobiliser pour accéder à des ressources politiques et économiques rares dans les cités paupérisées, ethnicisées voire racisées. Ces acteurs se présentent comme des promoteurs et des médiateurs ethniques, capables de coproduire la régulation des rapports sociaux dans des territoires ségrégués.
Ainsi, l'utilisation de l'ethnicité par des représentants politiques des autorités locales est pensée en creux, car elle renvoie au fait que les quartiers populaires sont englués dans des processus de séparatisme social et culturel. Dans ces quartiers, l'ethnicité peut alors servir de prétexte à leur relégation. L'ethnicité est à considérer comme une dimension parmi d'autres, une construction historique en constante transformation, et à articuler avec les facteurs politiques, économiques et cultuels. Une solidarité de quartier face aux embrouilles. Les jeunes soulignent qu'ils souhaitent s'insérer professionnellement pour gagner leur indépendance et pouvoir être bien, autrement dit, avoir un travail stable, un appartement leur permettant de fonder une famille. Néanmoins, même si le quartier a mauvaise réputation, ils aiment leur cité et n'aspirent pas nécessairement à la quitter. Ils disent que s'ils avaient le choix, ils préféreraient avoir un travail à l'extérieur de la cité mais toujours y habiter. En effet, ils ont l'impression que leur cité est un village de quartier au sein duquel tout le monde se connaît. Le quartier, c'est un peu une grande famille où chacun sait quel groupe traîne où. Comme l'avait déjà observé Christian Bachmann, dans les années 1990, lors de ses travaux sur les banlieues populaires à la Cité des Enfants Perdus, il existe une sorte de patriotisme de cité. Dans certains secteurs, on ne se calcule pas alors qu'ici on est un peu comme des villageois, tout le monde se connaît. Même quand il y a des embrouilles, par exemple entre les quartiers de la Plaine et les PSR, sous-secteurs de la Cité des Enfants Perdus, si on va en boîte ou dans une soirée à Mantes, au Mureau, à Paris, ce n'est pas bien mais s'il y a une bagarre, tout le monde est ensemble pour se défendre. Par conséquent, pour Nasser, Philippe et Johnson, la cité est un espace chaud où malgré les embrouilles internes qui en définitive trouvent toujours un dénouement, une certaine solidarité de quartier entre les jeunes s'exprime face aux adversaires potentiels venus de l'extérieur. Une pluralité de producteurs et de régulateurs de violence. Des parents assument un rôle de pacificateur. Lors des émeutes de novembre 2005 dans la Cité des Enfants Perdus, Johnson indique que le déclenchement des violences a été si soudain que beaucoup de jeunes du quartier n'étaient même pas au courant que des désordres allaient avoir lieu. La moitié des jeunes de la cité s'est aperçu qu'une émeute avait lieu lorsque les violences ont commencé, et qu'ils sont descendus en bas de leurs immeubles. Quant aux parents des jeunes, ils étaient encore moins informés que leurs enfants qu'une émeute se préparait, et n'ont donc pas pu se mobiliser pour prévenir les échauffourées en demandant à leurs enfants de ne pas y participer. En fait, les parents ont été mis devant le fait accompli et n'ont pu qu'assister impuissants, au désordre sans pouvoir intervenir pour rétablir le calme. En effet, le déclenchement des violences a été si brutal qu'aucun adulte semblait pouvoir arrêter le processus de destruction enclenché. En revanche, au regard de ce qui s'était passé en novembre 2005, 2 ans plus tard, fin novembre 2007, lorsque des émeutes urbaines ont éclaté à Villiers-le-Bel, en région parisienne, suite à la mort de 2 jeunes circulant sur une moto percutée par une voiture de police, à l'instar des forces de l'ordre, des agents municipaux et des acteurs associatifs, des parents étaient sur le qui-vive et se sont mobilisés pour prévenir des éventuels désordres déclenchés par solidarité avec les jeunes émeutiers de Villiers-le-Bel. En effet, notamment sous l'impulsion des autorités publiques, le commissariat de police en particulier, cet aspect est développé dans la partie portant sur les pacificateurs indigènes. Des parents de la cité ont été sollicités pour qu'ils soient non seulement vigilants vis-à-vis de regroupements de jeunes paraissant suspects mais encore qu'ils interviennent pour les disperser. En effet, face au jugement des pouvoirs publics considérant que les mouvements intermédiaires, notamment les associations financées dans le cadre de la politique de la ville, avaient été inefficaces dans la prévention des émeutes de 2005 et que les familles avaient été défaillantes, les autorités ont en conséquence pris la décision de motiver les familles, notamment celles d'origine africaine, pour qu'elles assument directement un rôle de prévention des violences collectives, de rappel à ordre et de contrôle des jeunes de la cité. En entrant en relation avec des responsables d'associations ethno-communautaires africaines en contact régulier avec des parents, des dirigeants de la police et des responsables municipaux motivent ainsi des parents pour qu'ils soient actifs dans la prévention des désordres, notamment lors de périodes particulièrement tendues comme ce fut le cas à Trinquant à la Cité des Enfants Perdus durant les émeutes de Villiers-le-Bel. Johnson souligne ainsi que, suite au regroupement des une 50aine de jeunes de la cité sur la place centrale du quartier, place Kennedy,
Durant les événements émeutiers de Villiers-le-Bel, ces jeunes ont reçu la visite de parents qui souhaitaient parler avec eux pour les calmer et les disperser. En fait, au-delà de ce regroupement de jeunes pendant plusieurs jours, des adultes ont parlé à la plupart des adolescents qu'ils rencontraient dans la cité pour leur demander de demeurer calmes. On est venu me voir et on m'a dit, s'il vous plaît, ne faites rien par rapport aux événements de Villiers-le-Bel. Des parents venaient voir la plupart des jeunes. Des darons, parents, passaient comme ça et nous disaient, s'il vous plaît, ne faites rien, faites attention aux petits. Cependant, Johnson exprime des doutes vis-à-vis de l'efficacité de ces actions de prévention parentale. En effet, il souligne que lorsque les jeunes doivent subir en public les leçons de morale de leurs parents, ceux-ci donnent l'impression d'accepter ce qu'on leur dit, mais dans la pratique, les jeunes se cachent pour continuer ce qu'ils avaient l'intention de faire. Les rapports avec les forces de l'ordre. Nasser, Philippe et Johnson soulignent qu'habituellement la police n'entretient pas de relation avec les jeunes. Il n'arrive pratiquement jamais que les policiers communiquent avec les jeunes uniquement pour les questionner, leur demander si tout va bien. Dès qu'ils entrent en contact avec eux, c'est qu'il y a une embrouille permettant aux policiers de les contrôler ou de les interpeller. Johnson, on ne s'adresse pas la parole. S'il n'y a pas une histoire ou un truc qui se passe, il n'y a pas de relation. On ne se regarde pas, on ne se calcule pas. Johnson souligne que dans le quartier, les relations avec la police ne se passent pas comme à la télévision où les gens, notamment dans les villages, parlent normalement dans la rue aux gardiens de la paix et se disent mutuellement bonjour. Dans la cité, les policiers se limitent le plus souvent à contrôler les jeunes. Les contacts ont lieu lorsqu'il y a eu quelque chose. Pour les jeunes, les policiers font en fait souvent des contrôles dans le quartier mais interpellent toujours les mêmes personnes, les mêmes bandes. Ainsi, la bande, groupe de jeunes se regroupant par affinité, à laquelle appartiennent Nasser et Philippe, ne se fait quasiment jamais contrôler tandis que la bande à laquelle appartient Johnson est toujours dérangée par la police, ce qu'ils considèrent comme une injustice, voire une sorte d'acharnement. Selon la description des manières d'opérer de la police faite par les jeunes du quartier, la police ferait donc de la discrimination négative à l'encontre de certains groupes de jeunes de la cité qu'ils connaissent déjà et ont étiquetés comme délinquants. Nasser, il contrôle toujours les mêmes personnes. Nous on est là et juste à côté, il y a une autre bande. Il contrôle toujours celle-là et jamais nous. Ces contrôles s'effectuent généralement suite à la plainte d'un habitant qui ne supporte plus le bruit que font les jeunes concentrés dans un même espace tel qu'une rue, une cage d'escalier, un hall ou l'étage d'un immeuble. Nasser, l'embrouille avec la police, cela peut être lié au fait que l'on est, je ne sais pas combien, une vingtaine de jeunes posés là. On va faire trop de bruit la nuit. La police va arriver pour nous dire, calmez-vous, cela peut être n'importe quoi. C'est toujours les autres qui appellent les flics, c'est toujours les voisins qui ne sont jamais contents. Quand on sait qui a appelé la police, on va aller le voir et on va s'embrouiller avec lui. La police et les jeunes, une coproduction des tensions et de la violence. Johnson indique que même si Nasser et Philippe n'ont pas de mauvaises relations avec la police car ils ne sont pas repérés comme des jeunes à problème, ce qui n'est pas le cas de Johnson. En revanche, beaucoup de jeunes du quartier entretiennent des relations tendues avec les forces de l'ordre qui interviennent dans la cité des enfants perdus, notamment avec lui et son équipe, ceux avec qui il traîne dans la cité. Ainsi, beaucoup de ces jeunes ont un casier judiciaire indiquant qu'ils ont été condamnés pour outrage, rébellion ou violence à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité de l'État. En fait, Johnson souligne que les policiers travaillant dans le quartier font partie du village. Ces jeunes et ces policiers se connaissent parfaitement mais leurs rapports sont la plupart du temps mauvais. On les connaît tous, les policiers de la brigade anticriminalité, comme ils nous connaissent tous, les jeunes de la cité. Ils roulent toujours doucement et puis ils nous fixent à chaque fois. Dans la pratique, les jeunes de la cité, notamment ceux stationnant le soir en bas des immeubles des quartiers de la Plaine ou du PSR, développent des rapports antagonistes et conflictuels avec les forces de l'ordre, souvent les policiers des brigades anticriminalité ou de police secours. En fait, les uns et les autres entretiennent un rapport de force au sein duquel ce sont ceux qui sont le plus nombreux au moment du contact qui se montrent les plus provocateurs et arrogants. C'est celui qui vient avec le plus d'effectifs qui contrôle la situation. S'il y a un problème et que les policiers doivent arriver, eh bien si on est plus qu'eux, ils ne vont pas faire leur travail tout de suite. Ils vont attendre que des renforts arrivent.
Et pareil de l'autre côté, si les policiers sont beaucoup, c'est eux qui vont dominer la situation. Ainsi, d'après Johnson, les policiers travaillant dans la cité des enfants perdus connaissent parfaitement les endroits, notamment les cages d'escalier où se pratique le business de cité, souvent la vente de shit. Cependant, les forces de l'ordre n'interviennent quasiment jamais pour interpeller les vendeurs car ils savent que les jeunes sont généralement plus nombreux et qu'elles risquent donc de perdre la face si les jeunes résistent et que les interpellations se passent mal. Par conséquent, les policiers ne font généralement rien durant les moments où le business se déroule et tentent plutôt de venir tôt le matin pour trouver les marchandises illégales potentiellement cachées par les jeunes dans les cages d'escalier ou les caves. Si la police intervient le soir au sein des cages d'escalier où se déroulent les trafics, c'est extrêmement rare et c'est uniquement lorsqu'elle s'est organisée pour intervenir en nombre suffisant pour l'emporter sur les jeunes. Si on est 15 dans la cage, les policiers, ne vont pas venir sauf s'il y a les CRS qui tournent, qu'ils s'organisent pour qu'il y ait au moins 5 camions de CRS mais c'est rare, vraiment rare. Il faut qu'ils soient sûrs du nombre que l'on représente. Si on est beaucoup, ils ne viendront pas. C'est pour ça qu'ils en profitent souvent lorsque l'on est en voiture au centre-ville ou en pleine campagne pour nous interpeller. C'est un jeu entre nous et eux mais les juges, ils ne voient pas ça. Quoi qu'il en soit, au-delà de ces histoires de business, pour les jeunes interviewés, la police les provoque autant que les jeunes chauffes provoquent les forces de l'ordre. Dès que l'on est en bas, au poste de police, ça gueule toujours, ça s'embrouille. Une fois on m'a mis les menottes, cela gueulait et tout. Un policier m'a dit « Lève-toi ». Il m'a amené dans un bureau, il m'a enlevé les menottes et m'a dit « Allez vas-y. On se la donne ». Les juges ne voient pas ça, si je leur raconte ça, ils ne vont pas me croire. Les jeunes critiquent le fait que les autorités publiques, notamment judiciaires, les juges et procureurs, ainsi que les médias ne prennent jamais en compte ce fait lorsqu'ils traitent des phénomènes de violence entre les jeunes de quartier et la police. En effet, pour ces acteurs institutionnels et médiatiques, les jeunes seraient seuls en cause alors que dans la réalité quotidienne décrite par Johnson et ses amis, il s'agit bien d'une coproduction de la violence et d'un jeu potentiellement dangereux entre les jeunes de la cité et la police. Les gens de l'extérieur, je veux dire les juges et tout ça, ne voient pas ce qui se passe entre nous et les policiers. C'est comme un jeu. On est plus que vous, et bien aujourd'hui on va vous montrer que c'est des deux côtés mais eux ils ne voient que du côté des jeunes et de la provocation. Effectivement, lorsque les jeunes interviewés décrivent leurs expériences vécues avec la police, celle-ci ne semble pas toujours jouer un rôle de régulateur, bien au contraire, quelquefois, elle développe un rapport ludico-provocateur engendrant des tensions pouvant aboutir au déclenchement de violences collectives. Johnson, la veille des émeutes, celle de la nuit du 5 au 6 novembre 2005 dans le quartier de la Cité des Enfants Perdus, je suis arrivé dans le quartier et vu une dizaine de mecs cagoulés qui avançaient vers les policiers pour faire une tentative d'émeute. Les policiers ont répliqué, ils sont venus à plusieurs et ont utilisé des flashballs et tout ça. Les gens ont reculé et là, les policiers ont commencé à narguer les jeunes puisqu'ils se connaissent et se voient tout le temps. De toute façon, toute l'année, il y a des histoires entre les jeunes et les policiers. Face à ces histoires, tout s'est concentré au mois de novembre. Là, tu lâches tout. Quand tu y vas, c'est terminé. Pour Johnson, les émeutes sont en fait des moments rares et particulièrement attendus car ils permettent aux jeunes du quartier de se venger de toutes les brimades qui se sont accumulées au fil des années, notamment opérées par la police, mais au-delà, par l'ensemble des représentants de la société intégrée. Les émeutes, on ne va pas les faire tous les jours sinon il n'y aurait plus personne dans le quartier, tout le monde serait en prison. L'émeute se déclenche par surprise. Tout le monde est cagoulé. Les émeutes mettent du temps à arriver mais à un moment tout s'accumule, ça pète et on lâche tout. Les émeutes de 2005 et les provocations policières. En 2005, lors des émeutes, Nasser était encore au lycée. Il était présent dans le quartier lorsque cela a éclaté. Cependant, il a des difficultés à relater les faits. Même si les événements se sont déroulés, il y a maintenant plusieurs années, il reste très méfiant lorsqu'il s'agit de décrire son comportement durant ces désordres. En effet, beaucoup de jeunes de la cité, dont certains faisaient partie de ses amis, ont été condamnés par la justice de 3 mois à 6 ans de prison, et quelques-uns d'entre eux, au moment de notre enquête, sont toujours en prison. Par conséquent, pendant les émeutes,
il reconnaît simplement avoir regardé les violences en restant en bas de son immeuble. J'étais juste en bas et on regardait, c'est tout. Pourtant, beaucoup moins farouche et assez provocateur, Johnson se moque de lui et affirme qu'il faisait bien partie des émeutiers. Johnson tente alors de donner une explication à l'explosion des émeutes dans la Cité des Enfants Perdus. Pour ce jeune, comme dans de nombreux quartiers de France, si les émeutes ont éclaté, c'est que les ressentiments accumulés par les jeunes vis-à-vis de la police, de l'État ou de la société en général, ont conduit à la mise à feu de la cité. Cependant, dans l'ambiance très médiatisée de l'époque des émeutes urbaines en banlieue parisienne, Johnson tient à indiquer que l'étincelle qui a mis le feu aux poudres dans le quartier, c'est d'abord des provocations policières négligées par l'opinion publique trinquempoise. En effet, alors que quelques jeunes avaient échoué dans leur tentative de provoquer une émeute, des policiers se seraient moqués des jeunes de la cité en leur disant qu'à côté des jeunes d'autres quartiers de villes environnantes, ils étaient des mauvais car d'autres cités avaient déjà brûlé. Pour laver cet affront, des jeunes auraient alors décidé de cramer la Cité des Enfants Perdus, ce qui se produisit effectivement dans la nuit du 5 au 6 novembre. Dans ce cas, les jeunes ont donc répondu aux provocations policières pour sauver leur face, mais aussi pour se venger des humiliations qu'ils subissent quotidiennement. En effet, la plupart du temps, les policiers ayant le monopole de l'utilisation de la violence physique légitime, ce sont eux qui dominent les jeunes lorsqu'une relation de confrontation s'engage entre les forces de l'ordre et les jeunes. Johnson, ce n'est pas pareil, les policiers et nous, on n'a pas la même force. Les policiers, ils peuvent presque faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, et même s'ils font une petite connerie, ils arriveront à la cacher. Ils peuvent te prendre dans leur camion et t'embarquer pour une histoire banale, là. Derrière, ils vont commencer à essayer de te tabasser, de te mettre des coups et tout, tranquille. Et après ils t'amènent au poste pour te mettre en garde à vue, tranquille. Si tu veux aller porter plainte, il ne se passera rien. Alors que nous, si on fait un truc, on va direct en prison. Johnson relate ainsi plusieurs épisodes où des confrontations ont eu lieu avec la police, et dans lesquels il a été impliqué. À chaque fois, la police aurait utilisé la force de façon abusive, les jeunes devenant des proies sans défense. J'ai eu un truc ici, il montre une cicatrice, j'ai pris un coup de matraque. On m'a dit d'aller porter plainte car ce jour-là, ils ont également tiré sur un gars avec un fusil et des vraies balles. Le mec, il a eu un trou dans le mollet. Je peux te montrer la vidéo où l'on voit l'impact. De là, on nous a dit d'aller porter plainte mais pour moi cela ne sert à rien. D'ailleurs, même si j'ai finalement porté plainte, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a même pas eu de suite. Une relation de proximité, ambiguë. Parmi les éléments qui pourraient expliquer l'existence de fortes tensions entre les jeunes de la Cité des Enfants Perdus et les policiers qui y interviennent, les jeunes apportent un élément de compréhension important. Ils indiquent en effet que souvent, les jeunes policiers violents se vengent des vexations qu'ils ont dû subir de la part de mecs de quartier, lors de leur travail quotidien dans les cités ou même lorsqu'ils étaient plus jeunes, lorsqu'ils étaient victimés ou rackettés au collège et au lycée. Dans tous les cas, les jeunes de la cité et les policiers de la BAC notamment se connaissent personnellement. Ils vivent effectivement une relation de proximité, puisque ce sont toujours les mêmes policiers qui interviennent dans la cité. Dès lors, bien que les policiers et les jeunes n'entretiennent pas une relation amicale, ils se tutoient, s'appellent pas leurs noms, prénoms et surnoms, ce qui est d'ailleurs propice à de multiples dérapages comme des insultes, des vexations pouvant aboutir à des confrontations physiques. Ainsi, lors de son altercation avec des policiers lui ayant valu une condamnation à 3 mois de prison, Johnson indique qu'il avait déjà eu des différends avec les fonctionnaires de police avec lesquels il s'est finalement battu. C'est toujours lié à des histoires d'avant. On se connaît, moi je connais le policier qui me matraquait. On se parle, on se tutoie même. Il n'y a pas de vouvoiement, on se connaît très bien. Certains on sait où ils habitent. Les policiers ne sont pas tous des ninjas. Malgré ses rapports tendus avec la police, Johnson, Philippe et Nasser ne font pas pour autant d'amalgame. Ils différencient 2 principaux types d'agents de l'ordre intervenant dans le quartier, notamment lors des contrôles d'identité ou des interpellations. L'un utilise principalement le rapport de force, l'insulte, l'accusation et l'invective pour entrer en contact avec eux,
l'autre tentera d'installer une relation de communication et d'explication au sein de laquelle il tentera d'apaiser les relations au lieu de les envenimer en voulant coûte que coûte imposer un rapport de domination. Johnson, les policiers ne sont pas tous pareils. Les plus sympas vont te parler. Ils n'auront pas besoin d'utiliser la force. Ils te parlent, ils te font réfléchir, ils te disent ce que tu risques alors que les autres, ils imposent un rapport de force. Il faut qu'ils te montrent qu'ils sont les plus forts en jouant au ninja avec leur matraque et en te mettant les menottes, en utilisant la force même s'ils n'y arrivent pas. Vous les jeunes, les mauvais policiers sont donc ceux qui imposent dans toutes les circonstances un rapport de force et de domination humiliant tandis que les policiers sympas sont ceux qui t'interpellent sans violence inutile et qui expliquent ce qui va arriver aux jeunes. Philippe, tends tes mains, on va t'amener au poste, on va te poser des questions. Les jeunes font aussi une nette différence entre les policiers d'État et les policiers municipaux qu'ils considèrent comme ne connaissant pas la réalité des quartiers. D'ailleurs, les jeunes n'ont pas peur de la police municipale considérée comme inoffensive et n'ayant pas d'impact. Ainsi, lors des événements émeutiers de 2005, les jeunes indiquent que si une policière municipale s'est effectivement faite rouer de coups, c'est qu'elle ne connaissait pas les réactions des jeunes de la cité et surtout, que les policiers nationaux se sont dans un premier temps cachés derrière les policiers municipaux alors que ceux-ci montent rarement dans la cité des enfants perdus et ont donc pas pu tisser de relation avec aucun jeune du quartier. Johnson, les policiers qui gazent se cachaient derrière la police municipale. La police municipale ne connaît pas les quartiers, ce n'est pas leur domaine. Les jeunes ont fait un guet-apens, et les policiers municipaux qui se sont retrouvés au milieu se sont fait taper. Les autres, la police nationale, ils couraient comme des lapins. Quand on leur dit, à la police nationale, que ce jour-là, le déclenchement des émeutes dans la cité en novembre 2005, on les a vus courir, ils pètent des câbles. Les gardiens sont des grands tolérés. Dans le quartier, les policiers ne sont pas les seuls agents chargés de maintenir l'ordre et la tranquillité publique. Maintenant, Johnson indique que les bailleurs sociaux emploient des gardiens d'immeubles issus de la cité. Ceux-ci viennent régulièrement à la rencontre des jeunes du quartier pour parler avec eux et leur demander de se calmer lorsqu'ils font trop de bruit. La plupart des jeunes ont conscience qu'ils représentent des grands de la cité. Ils y vivent, ont également traîné dans les cages d'escalier lorsqu'ils étaient plus jeunes et ne sont donc pas considérés comme des intrus. En revanche, ces gardiens ne sont pas automatiquement respectés par tous. La plupart d'entre eux sont tolérés parce qu'ils font leur travail de gardien, mais ne sont pas respectés au même titre que d'anciens jeunes qui ont eu un passé de chaux. En effet, le plus souvent les gardiens n'étaient pas présents et solidaires avec les jeunes du quartier lors d'embrouilles, de fusillades avec d'autres jeunes des cités des villes environnantes. La présence des gardiens n'est donc pas contestée par les jeunes du quartier à condition qu'ils n'exagèrent pas trop, autrement dit, qu'ils n'exercent pas ostensiblement leur pouvoir de surveillance sur les jeunes qui galèrent dans les cages. Dans tous les cas, ces gardiens ne sont pas assez respectés pour que leurs conseils, par exemple ne pas participer à des émeutes lors de confrontations avec la police, soient entendus par les jeunes. Johnson, il y a des jeunes qui vont s'embrouiller avec eux, les gardiens, et vont leur montrer qu'ils ne les respectent pas. Il y a plus de respect parce que tu es grand, ou que tu es petit. Tout le monde s'embrouille avec tout le monde, et ils leur font comprendre ça. Ces grands-là, il y en a beaucoup qui n'étaient pas là lorsqu'ils avaient des embrouilles et des fusillades entre les gars de Trinquant et d'autres villes lors de soirées. Il suffit d'un petit truc et voilà. Des expériences personnelles de la violence et de sa maîtrise. La prison, c'est un quartier dans le quartier. Johnson a une expérience difficile avec la police. Il a récemment été condamné pour outrage, rébellion et violence à l'encontre des forces de l'ordre et a donc fait plusieurs mois de prison dans la maison de détention installée au cœur de la cité des enfants perdus. Lors d'une bagarre entre deux jeunes dans un bar, la nuit, un vendredi soir, plusieurs policiers sont arrivés pour disperser les personnes présentes dans le pub en donnant des coups de matraque et en traitant tout le monde comme des chiens. À l'instar d'autres jeunes, malgré les injonctions de la police de quitter les lieux, dans un contexte extrêmement bruyant et alcoolisé, Johnson n'a pas voulu sortir à l'extérieur, ce qui a entraîné une violente rixe avec les forces de l'ordre. Finalement, 4 jeunes de la cité sont arrêtés, dont Johnson et son petit frère. Ils sont placés en garde à vue durant tout un week-end, puis sont jugés en comparution immédiate, le lundi matin.
Ils sortiront du tribunal pour être incarcérés dans la maison de détention de Trinquant, où ils sont condamnés à 3 mois de prison ferme. Bien sûr, Johnson regrette cette altercation. Il aurait préféré ne pas être emprisonné. Néanmoins, il souligne qu'en entrant en prison, il n'a pas du tout été dépaysé car la prison étant située au sein même de son quartier, il a eu le sentiment de ne pas vraiment être emprisonné et ce d'autant plus que la plupart des co-détenus qu'il a rencontrés faisaient déjà partie de sa bande, dans la cité. En effet, pour Johnson, la prison de Trinquant c'est un quartier un peu particulier mais qui fait partie intégrante de la cité. Arrivé à la prison, c'était tranquille. Quand je suis arrivé, j'ai dit bonjour à tout le monde. De toute façon, on connaît tout le monde là-bas. 2 ou 3 jours après, quand le chef m'a convoqué, il m'a même dit « Ça va, vous êtes comme chez vous ici. C'est un quartier dans le quartier, c'est mon quartier dans le quartier. » De ma fenêtre de la prison, je parlais avec les gars de ma bande, ceux avec qui je traîne dans le quartier mais dont la moitié est en prison. Quelquefois, nous aussi les jeunes en abusent. On l'a vu, Johnson n'hésite pas à critiquer les manières trop musclées dont font preuve beaucoup de policiers lorsqu'ils entrent en contact avec les jeunes de la cité. Néanmoins, ce jeune convient également que, quelquefois, lui et ses amis abusent lorsqu'ils se regroupent le soir, souvent le week-end. Ils sont très bruyants et font n'importe quoi dans les espaces publics pour passer le temps. N'ayant pas de lieu où ils peuvent se rencontrer sans ennuyer les voisins, les jeunes reconnaissent effectivement que leur comportement peut déranger les gens, voire faire péter les plombs à certains habitants. On abuse aussi. À chaque fois que je traîne ici dans la cage, là, c'est comme si on était chez nous, on fait la fête, on gueule, on boit des bouteilles de bière et on les casse, on met du whisky par terre, on crie jusqu'à 5 heures du matin. Sachant qu'ils importunent les voisins, lorsqu'ils en ont l'opportunité, les jeunes tentent donc d'éviter de se regrouper dans les cages d'escalier où vivent leurs parents pour limiter les représailles familiales. Sinon, lorsque des adultes interviennent avant d'appeler la police, souvent des parents d'amis pour calmer les jeunes, ceux-ci se réfugient alors dans les quelques caves qui restent accessibles, ce qui est très rare, ou alors dans des squats, souvent des appartements vides au sein des immeubles promis à la démolition. En fait, les cages d'escalier sont le chez-soi des jeunes du quartier. Ils s'y regroupent pour discuter, pour faire la fête mais utilisent également ces parties communes des immeubles pour camoufler des substances illicites qu'ils consomment ou qu'ils vendent. Johnson, les cages, c'est notre refuge, c'est notre maison, on met notre shit là-bas, on met notre marchandise. Et puis les gens savent très bien dans quelle cage d'escalier aller, dans quel secteur aller pour avoir ce qu'ils cherchent. À force que tu galères. Les jeunes admettent qu'ils commettent régulièrement des petites bêtises, pour passer le temps et rompre l'ennui. Ainsi, ils indiquent qu'il leur arrive de faire des tags dans les cages d'escalier, de casser des carreaux, de faire du bruit la nuit dans les parties communes des immeubles mais aussi de commettre de petits vols ou de participer à de petits trafics de drogue, souvent du shit, pour se faire un peu d'argent afin de participer, comme tout le monde, à la société de consommation. Les jeunes interviewés soulignent en effet que même s'ils n'ont pas de travail, ils ont néanmoins des besoins comme tous les adolescents, aller au cinéma, voir des spectacles. Or leurs parents n'ont pas assez de moyens financiers pour subvenir à leurs besoins. Leur participation à des petits trafics leur permet concrètement de surmonter cet handicap social. Cependant, le monde de la galère peut conduire certains du jour au lendemain, comme le soulignent les jeunes, à participer à des activités illicites beaucoup plus graves d'un point de vue pénal, notamment des braquages ou des expéditions punitives dans le cadre d'affaires de drogue notamment. En effet, les petits dealers qui ne paient pas leurs dettes peuvent être violentés afin qu'ils remboursent ce qu'ils doivent. Nasser, à force que tu galères et que tu ne fais rien, on peut te proposer un truc. Il y a un braquage, il y a tel truc à faire. Tu ne sais pas ce qui arrive, c'est du jour au lendemain. Tu peux aller braquer un mec d'une autre ville parce que tu sais qu'il a de l'argent chez lui. Un mec qui pèse, cela veut dire qu'il y a beaucoup d'argent parce qu'il vend du shit par exemple. Il y a plein de trucs comme ça. Ainsi, Johnson, Nasser et Philippe indiquent que tant qu'ils n'auront pas de travail ni de revenus, en fonction du moment, ils sont quelquefois prêts à faire n'importe quoi pour se faire un petit billet. La pratique du sport permet de se défouler. Philippe et Nasser ne pratiquent aucun sport sérieusement, ni d'activité culturelle même s'ils passent énormément de temps sur un ordinateur à jouer aux jeux vidéo et à surfer sur Internet. Johnson, quant à lui, se défoule en pratiquant un peu de football, sport le plus pratiqué et respecté dans la cité des enfants perdus,
mais que ce qu'ils préfèrent c'est le free fight. Une sorte de sport de combat bien plus violent que la boxe thaïlandaise car il ressemble encore plus au baston de rue. Beaucoup de coups, pieds-poings, coups de tête sont permis. Aussi, puisqu'aucune association sportive ne propose ce sport dans le quartier, lorsque les beaux jours arrivent, des jeunes de la cité se retrouvent indépendamment des associations sportives pour pratiquer seuls cette activité sur des terrains en plein air. Tout en s'amusant, Johnson et ses amis s'entraînent donc à combattre dans le cas où ils auraient besoin de se défendre face notamment à des attaques d'autres jeunes de cités environnantes. Depuis qu'ils sont sortis du système scolaire, Nasser, Philippe et Johnson décrivent un quotidien dominé par l'expérience de la galère. Celui-ci est fait d'ennui, de déception et d'attente. En tant que jeunes de cité, étant généralement discriminés dans l'accès à un emploi stable, ils partagent un vif sentiment d'inutilité. Ils se sentent victimes d'injustice, expriment leur révolte face à leur sort mais sont avant tout fatalistes. Ils ont en fait intériorisé l'idée qu'ils habitent dans un quartier populaire relégué, stigmatisé et ethnifié dans lequel sont regroupés la plupart des Noirs, des Arabes et des cas sociaux. Pour autant, leur expérience est généralement supportable parce qu'ils n'ont souvent jamais vécu autre chose mais surtout parce qu'ils vivent ces épreuves en groupe. En effet, face au monde extérieur perçu comme froid et exclusionnaire, le quartier est un espace chaud dans lequel ils développent de fortes interrelations avec des jeunes de leur âge qui vivent une vie sensiblement identique à la leur. Les regroupements quotidiens, à certains moments de la journée, mais surtout le soir dans les cages des immeubles, leur permettent de partager leurs expériences individuelles et collectives et de renforcer ainsi leur sentiment d'appartenance à une communauté de quartier, voire de cage d'escalier. Comme le souligne Erving Goffman dans Stigmate, les premières personnes avec lesquelles les stigmatisés trouvent du réconfort voire de la fierté leur permettant de revendiquer leur étiquetage sont d'autres stigmatisés ayant le même handicap. Ces autres compatissants sont d'abord, cela va de soi, ceux qui partagent le même stigmate. Sachant d'expérience ce que c'est que d'avoir ce stigmate, ils peuvent enseigner les trucs du métier à l'individu qui en est affligé et constituer pour lui un cercle des lamentations au sein duquel il peut se retirer pour y trouver un soutien moral et le réconfort de se sentir chez soi, à l'aise, accepté comme une personne réellement identique à tout homme normal. Parmi les siens, l'individu stigmatisé peut faire de son désavantage une base d'organisation pour sa vie, à condition de se résigner à la passer dans un monde diminué. 94. 94e Goffman, 1975 Opsite, page 32 à 33. Dans ce contexte, il n'existe donc pas beaucoup de place pour l'épanouissement de trajectoires individuelles venant rompre avec ce mode de vie collectif marginal par rapport à la société d'individuation majoritaire. Ainsi, un certain conformisme de conditions permet de surmonter l'expérience de la galère. Cette vie de quartier est effectivement propice au développement d'attitudes et de comportements spécifiques adaptés à la réalité de la cité. Cette vie, marginale et conformiste à la fois, est favorable au développement de comportements déviants perçus comme incivils, bruit, consommation d'alcool, de cannabis, voire délinquants. D'ailleurs, les jeunes reconnaissent eux-mêmes que leur manière de vivre peut être dérangeante pour les adultes, notamment leurs parents, surtout lorsqu'ils gardent un contact avec le monde du travail, le plus souvent aliénant et précaire. Ils ont ainsi conscience que cette existence est propice à certains dérapages en matière de tranquillité publique, pour l'ensemble des habitants de la cité. Cependant, le développement d'un mode de vie spécifique fait d'incivilité, de solidarité, de rivalité de quartier, de business illégal, de confrontation avec la police est une réponse assez classique apportée à une situation d'exclusion, de discrimination et de désorganisation sociale depuis longtemps étudiée par les sociologues de Chicago. À l'instar de beaucoup de jeunes de la Cité des Enfants Perdus, le mode de fonctionnement de Nasser, Johnson et Philippe apparaît donc être une sorte de réorganisation sociale et culturelle adaptée au processus de ghettoisation dans lequel ils sont inscrits. En effet, comme l'avait décrit Robert Camerton, Nasser, Philippe, Johnson et leurs amis ont intériorisé les valeurs consuméristes et de réussite sociale propres à la société libérale de marché contemporaine. Ils participent tous en effet à des degrés différents, notamment après une expérience de la prison. Certains jeunes sont devenus des délinquants professionnels, non pas à la remise en cause de ces valeurs matérialistes mais s'adaptent au fonctionnement du système capitaliste par le développement de stratégies délinquantes, plus ou moins importantes, conformisme défiant,
au sein d'espaces intermédiaires ou d'intervalles urbains pour, malgré une mise à l'écart du marché économique légal, participer néanmoins à la société de consommation tout en préservant leur dignité. Chapitre 2. Rappeurs et débrouillards, Stomy, Roger, Abou et leur crew. Comme dans de nombreux quartiers populaires en France, depuis le début des années 1990, la Cité des Enfants Perdus entretient une relation particulière avec le hip-hop. À l'origine, cette culture urbaine composée de différents modes d'expression artistique de type musical, corporel et graphique, rap, DJing, graffiti, danse, produite au sein des ghettos noirs américains est aujourd'hui fortement développée dans le monde entier et plus particulièrement dans les cités françaises. On a en effet coutume de dire que la France représente la deuxième nation hip-hop, après les États-Unis. Il semble effectivement que de nombreuses homologies entre l'Hexagone et l'Amérique sur le plan social, urbain, culturel et ethnique, à l'instar des États-Unis, la France est un pays d'immigration, a été propice au développement du hip-hop en France à partir du milieu des années 1980. Quoi qu'il en soit, en France, c'est surtout l'expression rapologique qui a eu le plus de succès. En effet, depuis plusieurs décennies maintenant, beaucoup de jeunes des quartiers écoutent du rap notamment parce qu'il permet de chroniquer la réalité des quartiers populaires et qu'il représente culturellement et socialement les jeunes de quartiers d'habitat social, notamment ceux d'origine étrangère, dans les industries culturelles et, plus largement, au sein de la société de communication contemporaine post-industrielle. L'explosion du rap sur la scène politico-médiatique a permis de visibiliser artistiquement, socialement et culturellement les jeunes Français des classes populaires, dont beaucoup sont d'origine étrangère. Dans la Cité des Enfants Perdus, le hip-hop a néanmoins une histoire particulière. En effet, dès le début des années 1990, les institutions, municipalités, préfectures, ministères de la Culture, ont investi l'engouement des jeunes des cités pour le hip-hop en finançant des structures socio-culturelles chargées d'encadrer les pratiques hip-hopologiques pour socialiser les jeunes des quartiers. Ainsi, plusieurs structures paramunicipales ont été successivement créées, certes pour permettre aux jeunes de créer du rap mais aussi pour tenter de pacifier la révolte sous-jacente à ce mode d'expression très lié à la rébellion. Pour autant, après de nombreuses péripéties, notamment l'incendie d'un studio de création et de répétition, le Central Lab, installé au cœur de la cité à la fin des années 1990, toutes les tentatives d'instrumentalisation et de domestication du hip-hop trinquempois ont échoué. Ainsi, au moment où nous réalisons notre enquête, il n'existe plus de structure financée par des institutions pour encadrer la production du rap. Néanmoins, le rap est toujours autant valorisé par de nombreux jeunes de la cité qui sont en effet très fiers de compter parmi leurs amis des rappeurs du quartier qui expriment dans leurs lyriques, textes de rap, la réalité quotidienne des jeunes de la Cité des Enfants Perdus. C'est ainsi qu'au cours de notre enquête, un samedi après-midi, nous avons interviewé longuement un jeune rappeur trinquempois dans son appartement transformé en studio d'autoproduction, home studio, mais aussi en lieu de rendez-vous de beaucoup de jeunes du quartier et plusieurs artistes hip-hop, des membres de leur crew, d'une vingtaine d'années environ, qui ont accepté de nous parler de leur expérience de jeunes de quartier et d'artistes hip-hop ainsi que des phénomènes de violence. Lors de cet entretien, une dizaine de jeunes, tous noirs, la plupart déscolarisés ou au chômage, étaient présents mais seulement 7 jeunes ont réellement participé à l'interview collectif. Cependant, de façon plus informelle, nous sommes aussi passés plusieurs fois rendre visite à Stomy et à ses amis lors de notre enquête. Par souci d'anonymat, nous avons renommé ces jeunes Stomy d'origine haïtienne, Roger, Abou, Ali, José d'origine africaine, Dred et Phil d'origine antillaise. Chronique rapologique de la vie du quartier. De nombreux MCs motivés et autonomes. Stomy est un jeune rappeur installé dans la Cité des Enfants Perdus depuis environ 10 ans. La musique est le moyen par lequel il s'exprime, se réalise mais également tisse des relations avec beaucoup de monde tant dans le quartier qu'ailleurs, notamment en région parisienne. En effet, la pratique du rap l'amène à sortir régulièrement du quartier car il participe à de nombreux projets artistiques intégrant une pluralité de personnes impliquées dans le milieu hip-hop. Pour autant, il est aujourd'hui bien intégré dans le quartier.
Il est un peu le leader de la production rapologique à Trinquant et son appartement est un lieu de rencontre faisant office de studio de répétition et d'enregistrement pour de nombreux hip-hoppers du quartier et de la région trinquampoise. Une grande partie de son énergie créatrice est d'ailleurs tirée de sa vie quotidienne au sein de la Cité des Enfants Perdus et des relations qu'il entretient avec les gars du quartier. Pour Stomy, la Cité des Enfants Perdus se caractérise notamment par la présence historique de nombreux MCs, ce qui signifie maître de cérémonie. Autrement dit, il s'agit de chanteurs de rap ou de dancehall, version jamaïcaine du parler chanté, motivés pour participer à des projets rapologiques. Des groupes devenus mythiques aujourd'hui à Trinquant comme le Nid de Dragon, Crime Volontaire, Deux Balles de Nègre, ont contribué à donner de la Cité des Enfants Perdus l'image d'un lieu propice au développement de la musique rap. En revanche, ce paysage rapologique constitué de beaucoup de MCs talentueux, Stomy et son crew recensent au moins 30 groupes de rap constitués et beaucoup plus de MCs solo, est assombri par le fait que beaucoup de rappeurs trinquampois se jalousent, s'envient et se tirent dans les pattes, ce qui empêche de faire sortir de l'ombre de l'underground de nombreux rappeurs du quartier. De plus, aujourd'hui, depuis que du matériel d'enregistrement avait été volé, il y a plusieurs années, dans la maison de quartier, les rappeurs du quartier doivent se débrouiller seuls pour produire du hip-hop car les autorités publiques ne soutiennent plus du tout la création rapologique à la Cité des Enfants Perdus. Aucun espace public n'est mis à la disposition des rappeurs du quartier. Les rappeurs de Trinquant se débrouillent donc pour s'autoproduire en s'associant avec des entrepreneurs privés vivant du commerce de la musique, ce qui n'est pas facile, notamment pour les rappeurs les plus jeunes qui ont peu de moyens financiers et n'ont pas la possibilité de se déplacer. Stomy: pour enregistrer quelque chose à Trinquant, il faut vraiment que tu te démerdes ou il faut avoir des connexions à Paris, mais bon, ce n'est pas tout le monde qui a la voiture pour se déplacer, tout le monde qui a les moyens, tout le monde qui taffe. Néanmoins, pour Stomy et ses amis, la Cité des Enfants Perdus est truffée de jeunes hip-hoppers, le plus jeune à 14 ans, qui pratiquent sérieusement le rap car, contrairement aux premières années du hip-hop, en France, la révolution Internet permet à beaucoup d'artistes de s'autoproduire et de sortir de l'anonymat en mettant à disposition du public leur création musicale sur la toile. Internet et l'explosion numérique permettent ainsi aux rappeurs trinquampois, d'une part, de dépasser le fait que généralement ils n'ont pas beaucoup de réseau dans le milieu de la musique, et d'autre part, de contourner les logiques commerciales des grands majors de l'industrie du disque. Dread, à la Cité des Enfants Perdus, il y a de plus en plus de petits qui commencent et qui se lancent. Ils voient qu'il existe des possibilités. Ils voient que lorsque l'on fait un clip, on arrive à le diffuser sur Internet, on arrive à faire nos propres trucs sur MySpace. Internet, c'est vraiment un bon moyen de communication, et donc ça les motive de voir ça en gros. Émeutez-vous. Dans ce contexte, malgré la difficulté des rappeurs de la Cité des Enfants Perdus de fédérer des crews en constitution et en autodestruction permanente, souvent en rivalité et en compétition, mais aussi de trouver des espaces suffisamment équipés pour produire du rap dans de bonnes conditions, Stomy et quelques-uns de ses amis ont néanmoins trouvé l'énergie de construire un projet artistique regroupant la plupart des MCs de la région trinquampoise pour écrire des lyriques, créer un morceau de rap et produire un clip sur les événements émeutiers qui ont éclaté en novembre 2005 dans la Cité des Enfants Perdus. En effet, les rappeurs en avaient assez que leur quartier soit stigmatisé dans les médias et que seule la parole des acteurs politico-institutionnels et de la police soit entendue sur les événements émeutiers. Aussi, la production d'un clip sur les émeutes fut-elle leur manière de s'approprier leur histoire et de communiquer dans l'espace public les points de vue des jeunes de la Cité des Enfants Perdus sur ces désordres urbains. Dans ce cas, les rappeurs de la Cité ont cherché à représenter les jeunes du quartier. Pour illustrer les émeutes de 2005, la plupart des jeunes rencontrés au cours de l'enquête indiquaient en effet qu'il fallait se brancher sur Internet, taper l'adresse du site YouTube. De nombreux clips et vidéos sont en effet déposés sur ce site par des rappeurs et des collectifs de jeunes cherchant à représenter leur quartier assimilé à un ghetto dans lesquels ils mettent en scène leur crew dans des postures souvent offensives, voire guerrières à L'. Instar de beaucoup de clips réalisés par les rappeurs américains s'identifiant au style gangsta. Et regardez le clip vidéo réalisé par les rappeurs trinquampois. Lors de notre interview, nous avons ainsi visionné avec les rappeurs le clip qu'ils avaient réalisé et commenté ensemble, les textes et les images impressionnantes des émeutes qui, effectivement,
au cours d'une seule nuit de saccage, ont détruit une bonne partie de la cité des enfants perdus. Stomy, le DJ a dit, « Et les gars, j'ai fait un instru et j'aimerais bien que l'on parle des émeutes qui se sont passées. Cela serait bien de faire un truc positif. Les gens en parlent à gauche et à droite, mais ils n'en parlent pas forcément de la bonne façon. Alors essayons de faire un truc bien et concret. » Les rappeurs de la Cité des Enfants Perdus ont alors pris le parti de décrire les événements émeutiers du quartier, à partir de l'expérience vécue de chacun. Tout en souhaitant garder une certaine neutralité dans le traitement des événements, les rappeurs ont néanmoins tenté d'expliquer pourquoi des jeunes sont amenés à brûler leur quartier. Selon les rappeurs, contrairement à ce que beaucoup de médias et de policiers affirment, même si ça les arrange, les émeutes n'éclatent pas pour masquer les trafics de drogue mais expriment avant tout l'exaspération des jeunes de quartier. Néanmoins, il s'agissait de rester au plus près de la réalité vécue par les jeunes. Ainsi, certains rappeurs ont décrit les sensations qu'ils ont ressenties lorsqu'ils étaient au cœur des émeutes, tandis que d'autres, pas présents dans le quartier au moment des violences, ont décrit ce qu'ils ont pensé et ce qui les a impressionnés lorsqu'ils ont vu les images des banlieues en flammes à la télévision. Stomy, moi, j'étais posé à Paris chez un pote au moment où les émeutes ont éclaté. Je dormais à moitié quand mon pote a allumé la télé et m'a dit « Hey, regarde ce qui se passe à la télé. » Je croyais que c'était un film. Après je regarde mieux, et je vois que cela avait l'air sérieux. J'entends que c'était parti à moitié en guérilla, ça lançait des cailloux sur les keufs et tout ça. Après j'appelle les gens à Trinquant, qui me disent qu'il y a carrément des hélicoptères qui survolent le quartier. Un jour après, je rentre ici, à la Cité des Enfants Perdus, c'était quadrillé et tout, on ne pouvait même pas rentrer. Il fallait sa carte d'identité et moi je n'avais pas ma carte, et en plus, j'étais avec ma copine. Les keufs, ils me disaient que je ne pouvais pas rentrer et je me suis dit que j'étais vraiment dans un film. C'est pourquoi dans le morceau, chacun a raconté vraiment ce qu'il a vécu. Il ne s'agissait pas d'aller engrainer les petits, en leur disant d'aller prendre un gun pour aller tirer sur je ne sais pas qui. Nous on a vu ça, après vous en faites ce que vous voulez. L'expérience des discriminations et de l'humiliation. Un fort sentiment de mépris. Le sentiment général éprouvé par les jeunes interviewés est qu'ils sont quotidiennement méprisés, mal considérés et souvent humiliés par les représentants de la société intégrée. La police représente ainsi le bras armé des dirigeants politiques considérés comme les principaux responsables des conditions de vie misérables dans lesquelles ils se trouvent. Ces jeunes ont ainsi conscience de faire partie des classes populaires, mais se sentent totalement impuissants pour contester les injustices dont ils se sentent être victimes et en grande partie produites par les puissants qui, au lieu de servir l'intérêt général, utilisent leur pouvoir pour se servir personnellement. Je vais te donner un exemple tout simple. À la télé, tu entends Sarkozy, président de la République, qui dit qu'il faut travailler plus pour gagner plus, alors que lui, il s'augmente tout seul son salaire. Cela veut dire quoi ça ? Le gars, il se permet d'augmenter son salaire alors que beaucoup de gens vivent mal. Quand tu vois une personne qui se donne le pouvoir d'augmenter son salaire tout seul, alors qu'il n'y a aucun président qui a fait ça avant, alors on va où ? Et quand personne ne lui dit rien, c'est que quelque part, il y a quand même un malaise. Pourquoi personne ose protester ? Alors que toi, dans la galère, tu vas faire un truc minime, et si cela se trouve, tu vas faire une peine de je ne sais combien d'années. Non, il y a trop de trucs qui sont anormaux. Les jeunes soulignent l'augmentation du coût de la vie, le prix des denrées, de l'essence, des loyers, mais aussi la stagnation des salaires. À leurs yeux, seuls les politiques tirent leur épingle du jeu. Au-delà des responsables politiques et de la police, pour les jeunes, d'autres acteurs, pourtant généralement considérés par l'opinion publique comme proches des personnes en difficulté, coproduisent des injustices à l'encontre des habitants des quartiers populaires. Ainsi, Phil, un jeune revendiquant son origine antillaise, interviewé en public puis ensuite en privé, relate une expérience qui le touche mais lui semble caractéristique des injustices en cours dans les cités. Au lieu d'être aidé par les travailleurs sociaux, une jeune femme en situation de détresse sociale et affective serait en effet la proie des préjugés et du pouvoir des travailleurs sociaux qui, dans bien des cas, contribueraient à rendre plus malheureux les gens au lieu de les soutenir. Dans ce cas, les travailleurs sociaux, notamment ceux agissant dans le cadre de la protection de l'enfance,
apparaissent comme des supplétifs du pouvoir judiciaire oppressif à l'encontre des personnes en difficulté plutôt que comme des alliés chargés de les défendre face aux représentants des différents pouvoirs politiques et institutionnels. Ainsi, à l'instar de ce qu'a décrit Éric Marlière à propos du sentiment d'injustice chez les jeunes de cité, soulignant notamment que les jeunes ont une vision majoritairement négative des travailleurs sociaux, dans la Cité des enfants perdus, des travailleurs sociaux apparaissent paradoxalement comme des producteurs d'une certaine violence institutionnelle et judiciaire à l'égard des plus fragiles. Il y a plein d'injustices dans la cité, mais je vais raconter une histoire. J'ai une amie, cela fait plus de 5 ans Q'. Elle se bat pour récupérer son fils. Elle est passée au tribunal. Elle s'est fait retirer son fils par la justice parce qu'elle donnait trop d'amour à son enfant. Est-ce que tu as déjà vu ça? À cause de ça, cette jeune femme a fait des dépressions et son état s'est aggravé à cause de ça. Pour moi, dans une cité, cette injustice peut arriver à beaucoup de mères. Dans une cité, beaucoup de mères ont des problèmes, beaucoup de soucis, n'arrêtent pas de pleurer. Ce sont les enfants qui en pâtissent et cela peut vite dégénérer. Pas de travail, beaucoup de discrimination et d'injustice. Pour définir le quartier, Stomy et son crew indiquent qu'une des caractéristiques principales de la Cité des enfants perdus est le manque de travail pour les jeunes en âge d'avoir un emploi. D'ailleurs, s'ils avaient un emploi, les jeunes ne galéreraient pas autant dans les cages d'escalier. Les jeunes interviewés soulignent ainsi leur ras-le-bol face au refus des agences d'intérim de leur trouver un travail. Ils sont pourtant persuadés que ces agences, en réalité, disposent d'annonces qui pourraient leur convenir, mais comme ils sont issus d'un quartier populaire et qu'ils sont majoritairement noirs, ces agences ne leur proposent rien. Ils ont ainsi la conviction qu'ils sont victimes d'une discrimination négative. Ils sont pénalisés parce qu'ils sont d'origine étrangère et qu'ils sont socialement étiquetés négativement. Ainsi, ceux qui font encore l'effort de se lever tous les matins pour aller se présenter dans une agence d'intérim se retrouvent, la plupart du temps, sans rien. Quelquefois, certains décrochent un travail d'une journée, mais bien sûr, ce n'est pas suffisant et c'est insécurisant. Ma sœur a fait le test. Elle s'est pointée dans une agence d'intérim, et rien ne lui a été proposé. Or, une demi-heure après, sa copine Blanche s'est présentée dans la même agence et on lui a proposé du travail. Aujourd'hui, si je ne fais plus trop d'efforts pour chercher du travail, c'est que ça me décourage. Je vais descendre en ville et la meuf, de l'agence d'intérim, elle va me dire qu'elle n'a pas de taf alors que je sais très bien qu'elle en a. C'est juste que ma tête ne lui revient pas ou que pour moi il y en a pas. Je préfère qu'elle me dise clairement « Pour vous il n'y en a pas » plutôt qu'elle me dise qu'on n'a pas de travail, c'est des conneries ça. Le travail ils en ont, c'est juste qu'ils n'en ont pas pour un certain type de personnes. Je sais très bien comment cela se passe. Le patron de l'usine, il définit un certain quota de Renois et de Rebeux. Malgré les discriminations ethno-raciales qui touchent la plupart des habitants des quartiers d'habitat social, les filles de la Cité des enfants perdus ont néanmoins beaucoup moins de difficultés que les garçons à trouver un emploi. En effet, contrairement aux gars de cité, leurs sœurs incarnent moins fortement des figures de désordre. Elles suscitent donc moins de crainte dans le monde du travail mais plus largement dans l'ensemble de la société comme l'illustrent les discriminations vécues par les jeunes hommes de quartier à l'entrée des boîtes de nuit aujourd'hui très médiatisées par les associations et les autorités publiques chargées de combattre les discriminations racistes. Même en boîte, tu vas arriver et bien le videur va te dire « Je suis désolé mais il y a déjà 10 noirs qui sont entrés, donc c'est bon tu ne peux pas entrer toi. Il y a déjà 10 noirs, je n'en veux pas un 11e. » L'autre fois, je regardais un reportage à la télé où une famille blanche s'est déguisée en noir. Oh! Elle-même, la famille qui était déguisée en noir, elle était choquée parce qu'elle est tombée face à une réalité. Avant, elle imaginait que les gens se plaignaient, mais là quand cette famille s'est trouvée face au truc, elle a compris. Faut être réaliste. Quoi qu'il en soit, dans le champ de l'insertion professionnelle, les emplois offerts aux filles du quartier sont toujours les mêmes et à l'instar de ceux occupés par leur mère, les jeunes soulignent que beaucoup de femmes font des ménages, ils sont peu valorisants. C'est quoi le travail pour les meufs du quartier? C'est caissière à McDo ou à Carrefour. Mais honnêtement, c'est plus facile pour une fille de trouver du travail que pour un gars. Peut-être que l'on pense que les gars foutent plus la merde que les filles. Dans ce contexte, face aux discriminations, les jeunes soulignent que certains se découragent plus vite que les autres pour quand même chercher un travail. En effet,
Stomy indique qu'il est conscient qu'il pourrait faire beaucoup plus qu'il ne le fait aujourd'hui pour trouver un emploi. D'une certaine manière, il a intériorisé le fameux slogan « Quand on veut, on peut ». Il connaît des gens autour de lui qui ont vraiment la niaque et qui, malgré les difficultés pour s'insérer professionnellement, se lèvent néanmoins très tôt tous les matins et n'hésitent pas à aller jusqu'à Paris et dans la région parisienne pour trouver du travail. En revanche, une telle dynamique a d'abord un coût humain important. Il faut en effet accepter l'humiliation et la destruction de l'estime de soi que représentent de nombreux refus d'embauche. Ensuite, cette posture a également un coût financier que beaucoup de jeunes du quartier ne peuvent pas assumer. Faire de multiples démarches, se déplacer relativement loin de son domicile coûte très cher, surtout lorsque finalement, il s'agit d'accéder à un petit emploi peu rémunéré. Dans ces conditions, pesant le pour et le contre, ayant le sentiment de ne pas pouvoir participer de façon équitable au marché du travail compétitif et méritocratique, la plupart des jeunes présents lors de l'entretien indiquent préférer rester dans le quartier et se résigner à se débrouiller comme ils peuvent pour accéder à quelques ressources financières. Au lieu de s'échiner à chercher du travail pour finalement trouver difficilement un bad job, à l'instar des habitants du ghetto noir de Harlem décrit par Kenneth Clark au milieu des années 1960, la plupart de ces jeunes préfèrent en effet garder leur dignité en n'entrant pas dans un processus où la dévaluation des conditions d'emploi aboutit finalement à la dégradation de l'estime de soi. Le travail est essentiel en tant que support de l'identité de la personne à travers les ressources économiques et les droits sociaux auxquels il donne accès. Au contraire, l'institution de formes dégradées d'emploi au nom de l'exigence de travailler à tout prix et à n'importe quel prix conduit aussi à la dégradation du statut de travailleur et finalement, de la qualité de citoyen. En ce sens, semblant prendre acte des critiques émises par Robert Castel sur la dégradation du statut de travailleur donc de citoyen dans la société française contemporaine, ces jeunes, particulièrement touchés par le retour de l'insécurité sociale, mettent en œuvre une stratégie alternative afin de préserver leur estime d'eux-mêmes. La débrouille leur permet alors de garder leur dignité et comme l'indique François Dubay, en tant que sujet libre de disposer d'eux-mêmes, de ne pas détruire leur identité, leur subjectivité, leur autonomie en exécutant un travail aliénant, épuisant, stressant et stupide. On a la rage mais on se débrouille. Dans cet environnement caractérisé par le difficile accès aux ressources financières et à la reconnaissance sociale, les jeunes soulignent, comme l'avait décrit François Dubay à la fin des années 1980, que certains jeunes ont la rage. En revanche, ils ne se voient pas comme des exclus mais comme des débrouillards, c'est-à-dire qu'ils ont des capacités individuelles et collectives pour trouver des solutions, même illégales, et pour néanmoins accéder à des ressources. Nous, on est des jeunes débrouillards. Même si on n'a pas de boulot, on saura toujours se démerder pour trouver de l'argent. Mais il n'y a pas que le deal. Il y en a qui sortent des lignes de vêtements, d'autres qui vendent des albums de musique. C'est vrai, certains vendent des plaquettes de shit, mais c'est dans l'espoir de mettre de l'argent de côté pour partir sur un bon projet honnête. En effet, même si, pour gagner des petits billets, les plans débrouille dans lesquels s'inscrivent généralement les jeunes interviewés sont illégaux, il s'agit le plus souvent d'actes de petite délinquance. Dans la pratique, certains organisent un petit commerce de vente de t-shirts, d'autres profitent des voyages en Afrique dans le village de leurs parents pour ramener des marchandises, bracelets, bijoux, qu'ils revendent ensuite dans leur réseau de proximité, d'autres encore téléchargent des films sur Internet et les revendent 2 €. L'expression de la violence à l'épreuve de la réalité sociale, culturelle et sécuritaire. Un quartier sous tension. Questionné sur le fait que depuis les émeutes de 2005, la cité des enfants perdus, que ce soit le jour ou la nuit, est généralement calme, Stomy et ses amis indiquent qu'il est certain que les lourdes peines prononcées contre plusieurs émeutiers, 6 ans de prison pour l'un d'entre eux, ont entraîné une grande crainte de la part de jeunes potentiellement turbulents. Au regard de ces condamnations exemplaires, ces jeunes ont pris conscience que participer à des violences urbaines n'était pas un jeu et pouvait conduire en prison pour longtemps. Les incarcérations des jeunes pour 6 ans quand même ont calmé beaucoup de gens. Ainsi, les jeunes reconnaissent eux-mêmes que les mesures répressives ont une certaine efficacité sur le maintien de la paix sociale dans des ghettos comme la cité des enfants perdus. En effet, la peur des jeunes vis-à-vis de condamnations sévères punissant la participation à des violences collectives est réelle.
Pour un temps, de lourdes peines neutralisent effectivement l'envie de certains jeunes d'en découdre avec les forces de l'ordre, pour notamment se venger des rancœurs qu'ils ont accumulées contre les agents de l'État et plus largement contre tout ce qui représente la société qui les stigmatise et les marginalise. Cependant, face au malaise qu'ils ressentent profondément et au sentiment d'oppression et d'humiliation qui les fait souffrir, ils soulignent que la crainte de la répression ne peut pas durer éternellement. À terme, ils ont conscience que l'accumulation des difficultés que vivent beaucoup de jeunes des quartiers est propice à l'explosion de nouvelles violences émeutières. Il faut être réaliste. C'est une vérité. Tu sais très bien que si tu es dans un endroit où quelqu'un se mange une sanction, c'est obligé que cela va en freiner quelques-uns. Mais maintenant faut pas rêver, cela va les freiner jusqu'à quand? Aujourd'hui, les gars du quartier sont calmés mais c'est obligé qu'un jour ou l'autre ça va répéter. Les émeutes ça va se passer de nouveau car le problème il n'est pas réglé. Dans cette perspective, ces jeunes sont très critiques vis-à-vis des rénovations urbaines opérées dernièrement à la Cité des Enfants Perdus dans le cadre de la politique de la ville au sein de son volet rénovation du bâti, au RUANRU. Ces restructurations leur apparaissent arriver bien tard. Surtout, elles ne seraient pas destinées en priorité aux habitants de la Cité des Enfants Perdus mais d'abord aux logiques communicationnelles du gouvernement et des élus municipaux. Aussi, quelques coups de peinture, dans la cité et des démolitions-reconstructions, ne leur apparaissent pas à la hauteur des enjeux des problèmes que vivent les habitants des quartiers populaires, notamment les jeunes. Tu as beau mettre une couche de peinture, l'intérieur reste le même. La violence du couvre-feu. Les amis de Stomy présents et quelquefois actifs durant les émeutes de la Cité des Enfants Perdus de 2005, affirment que ces désordres ne leur ont fait ni chaud ni froid. Ils soulignent en effet qu'il s'agissait simplement d'une émeute de plus. Depuis le début des années 1990, le quartier de la Cité des Enfants Perdus est secoué par une émeute à peu près tous les 5 ans. En revanche, ce qui les a vraiment marqués et dérangés, a été le couvre-feu décrété pendant une dizaine de jours après les événements. Effectivement, le commissaire de police de la ville, également interviewé durant l'enquête, a été très impressionné par les violences collectives commises dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005. Il nous a ainsi exprimé son désarroi et les difficultés qu'il a dû dépasser pour contenir les violences émeutières à la tête de ces hommes. Ainsi, par crainte que d'éventuelles violences puissent reprendre dans les jours qui ont suivi la nuit d'embrasement de la Cité des Enfants Perdus, en accord avec le maire de la ville, le commissaire a plaidé pour qu'un couvre-feu total soit décrété dans la cité. Ainsi, le couvre-feu décrété sur une partie de la Cité des Enfants Perdus pendant une dizaine de jours après les événements de novembre 2005 sera le plus dur de toute la France. Nous avons pu voir affiché sur le mur du bureau du directeur de la sécurité de la préfecture cet arrêté, encadré comme un trophée. En fait, les jeunes ont jugé réellement injuste ce couvre-feu car il pénalisait tous les habitants du périmètre contrôlé par la police, aussi bien les mineurs que les majeurs. Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est le couvre-feu. Le couvre-feu, on peut l'imposer à des mineurs mais pas à des majeurs, ce n'est pas bon ça. À partir de 22h, s'ils t'arrêtent une fois ils vont te dire, les policiers, que c'est un avertissement et s'ils te rattrapent, une autre fois, pendant le couvre-feu c'est-à-dire de 22h à 6h, c'est la garde à vue. Je l'ai vécu 3 jours le couvre-feu. Après cela me saoulait et je suis parti jusqu'à ce qu'on me dise que c'était terminé. Je suis revenu plus tard. Il y avait au moins un CRS dans chaque rue, c'était l'armée. Dans la pratique, toutes les nuits, 3/4 de CRS quadrillaient le quartier de la Cité des Enfants Perdus jusqu'à fin mai 2008. Une demi-compagnie de CRS présente en permanence, autrement dit 3 ans après les émeutes de novembre 2005. La réalité des conflits ethniques. Au cours de notre enquête, de nombreux acteurs sociaux, des agents municipaux ainsi que des responsables associatifs dont certains sont eux-mêmes d'origine africaine, nous ont indiqué que beaucoup de violences sporadiques entre jeunes noirs du quartier étaient liées aux conflits ancestraux en Afrique subsaharienne entre les Poulards et les Manjaques qui sont relativement bien représentés dans la Cité des Enfants Perdus. Les jeunes reproduiraient en effet les antagonismes de leurs parents. Or, la plupart des amis de Stomy sont aussi d'origine africaine, certains sont musulmans,
d'autres catholiques mais tous réfutent totalement les théories interprétant les violences entre jeunes du quartier d'origine africaine comme étant le résultat de conflits ethniques présents en Afrique et pérennisés en France. Ils ne nient certainement pas que lorsqu'ils étaient petits leurs parents les ont élevés dans un bain culturel poulard ou manjac, mais, aujourd'hui, cette appartenance culturelle n'a pas d'influence réelle sur les relations qu'ils entretiennent entre jeunes. Il est donc erroné de penser que les conflits pouvant émerger entre des jeunes du quartier sont associés à des tensions ethniques insurmontables. Dans cette optique, ils contestent catégoriquement la version ethnique donnée par des adultes et des acteurs sociaux pour expliquer une bagarre ayant eu lieu durant l'été 2007 entre un jeune poulard et un autre manjac, et qui a rapidement dégénéré en confrontation collective. En effet, selon les jeunes, c'est parce que les parents, les familles et les amis se sont mêlés d'un conflit entre deux jeunes du quartier qui ne les regardaient pas que la situation s'est envenimée. Ainsi, ceux qui ont pensé que le conflit opposant les deux jeunes puis leurs familles et leurs amis avait une source ethnique, se sont trompés par méconnaissance de la situation réelle ou ont agi par opportunisme. Il est vrai que les parents des jeunes d'origine africaine ont créé des associations ethno-communautaires pour aider leur pays d'origine, organiser des mariages ou rapatrier des corps suite à un décès. Pour autant, il est faux de penser que ces associations continuent à faire vivre des tensions ethniques peut-être toujours vivantes en Afrique. Dans la Cité des enfants perdus, les gens se regroupent par affinité familiale et communautaire pour d'abord être solidaires et non pour s'opposer en France, en fonction d'une origine ethnique spécifique. La guerre entre les manjacs et les poulards, c'est des conneries. En fait, ce sont deux petits, un manjac et un poulard qui se sont bagarrés, ils ont fait un tête-à-tête. Après les daronnes, mères sont venues et les ont séparés et voilà. Ils voulaient continuer à se bagarrer, c'est tout. Mais après, tu as toutes les commères qui se rapprochent jusqu'à ce que la police vienne et après, voilà, ça commence à se généraliser. En fait, c'est parti entre deux petits qui n'ont même pas 20 ans, et après on dit que c'est la guerre entre les poulards et les manjacs, mais on va où là ? En fait, les jeunes indiquent que des papys d'origine africaine s'emploient à véhiculer l'idée qu'il existe de fortes tensions ethniques, voire des guerres entre les poulards et les manjacs, parce qu'ils ont un intérêt personnel à le faire croire. En effet, ils peuvent ainsi s'autoproclamer représentants d'une communauté et offrir leurs services de médiateurs au pouvoir public qui cherchent des interlocuteurs pour dialoguer avec les habitants de la Cité des enfants perdus ou travailler à les neutraliser. En réalité, ces acteurs exagèrent stratégiquement l'importance de l'organisation ethnique du quartier pour accéder, d'une part à des ressources financières et d'autre part à du pouvoir politique. Les papys, c'est des vendus. Ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont juste là pour gratter de l'argent ou pour devenir maires. Ils se sont même fait poursuivre par la justice parce qu'ils grattaient l'argent des maisons de quartier. Ainsi, pour ces jeunes, les papys, autrement dit, les adultes d'origine africaine qui se sont organisés en association pour devenir des interlocuteurs des pouvoirs publics en prétextant qu'ils représentent des communautés et ou qu'ils connaissent bien les jeunes et leurs besoins et qu'ils peuvent donc entrer en contact avec eux et faire pour eux des choses permettant d'améliorer leurs conditions sont en fait des imposteurs qui agissent seulement pour eux-mêmes. Ils, les papys, essaient de bien se faire voir. Quand ils font un truc, il y a toujours quelque chose derrière, ce n'est pas pour nous. Pour être honnête, personne ne fait quelque chose pour nous. C'est toi et ta galère. C'est la débrouille. Les jeunes d'origine africaine réfutent donc l'idée qu'il existe des conflits ethniques sérieux entre les Africains de la Cité des enfants perdus. En revanche, ils indiquent qu'entre les Maghrébins musulmans existent des tensions. 2 mosquées sont situées à 2 rues d'intervalle. De plus, les Turcs prient dans une 3e mosquée située, elle, à la périphérie de la ville. Même si les jeunes musulmans d'origine africaine ont connaissance des antagonismes existants, notamment entre les Algériens et les Marocains, Abou signale qu'en tant qu'Africain musulman, il est de nationalité sénégalaise, il se moque de ces conflits et va prier dans n'importe quelle mosquée. Pour autant, parce que depuis tout petit, il fréquente la même mosquée au sein de laquelle il suivait des cours d'arabe étant enfant, il prie régulièrement dans la mosquée qu'il connaît. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.